Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler du fait de vivre plus lentement. En fait, je pense, la base de mon postulat, c'est que enfin plus moi maintenant, du moins je suis dans une phase un petit peu de dégagement et je t'expliquerai mes axes de travail. Mais pourquoi la plupart des gens vivent plus rapidement, trop rapidement, font plus de choses que naturellement leur rythme leur permettrait, leur dicterait de faire. Déjà, pourquoi quelqu'un ferait ça? Parce que du coup on lui a appris depuis très tôt, notamment à l'école, à se lever très tôt, à pas réfléchir, à faire des devoirs, à faire ce qu'on demande sans questionner pourquoi, le fondement, à digérer uniquement ce qu'on lui délivre, à voilà, pas développer la curiosité à côté. Bref, il y a plein de choses qui ont transformé les gens. Bon, du coup, je vais arrêter d'employer ce terme d'esclave qui est un peu violent, mais qui ont développé certaines caractéristiques, si tu veux, pas d'abrutissement, mais d'une part d'obéissance, et d'autre part un dépassement de soi, mais qui n'est pas pour soi, comment dire, porteur, exaltant, je sais pas, enfin, non, justement, il y a un côté exaltant toujours à se dépasser, mais la finalité du dépassement, elle compte aussi. Si tu te dépasses toujours pour ton patron, mais c'est que c'est lui qui gagne les profits, que t'as pas de reconnaissance, que t'as pas de développement, etc., que t'apprends plus, mais que tu fais toujours le même travail à fond jusqu'à détruire ta santé, eh bien, tu conçois, évidemment je prends un extrême, mais que c'est pas... qui choisirait ça, logiquement? Bah, du coup j'en connais, mais... des fois, il faut prendre un peu de recul et se dire qu'on a le choix. Et justement, c'est un peu cet aspect à développer. Alors, bien sûr, c'est mon travail qui me permet de penser un peu ça, parce que j'ai pas... ça me sort du mode survie, en fait. C'est comme si j'avais une sorte de revenu passif contre lequel je suis obligé de donner quelques heures par semaine. Voilà. Disons que en une semaine de temps normal, parce que justement... l'objectif, ça serait limite de vivre en une semaine normale seulement ce que tu ferais en une journée, pour avoir en fait beaucoup de temps libre, pour maximiser le temps libre. Parce que en fait, pendant ce temps libre, tu peux faire des choses pour toi. Je vois tellement de personnes qui vont en fait dévier des choses qui comptent pour leur bien-être, parce qu'elles sont captées par d'autres récompenses comme enfin, on leur fait miroiter, en tout cas, pas non, le on c'est con, mais elles voient miroiter d'autres choses au loin, et elles vont se déplacer vers ces choses dont justement on peut en fait questionner l'intérêt. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un CV ultra long? Est-ce que c'est important d'avoir beaucoup voyagé pour avoir un bon storytelling à la fin de sa vie, tu vois? Quand tu as du temps, tu peux te poser des questions, tu peux faire du feedback, et ce mode survie, en fait, il est à plusieurs niveaux. T'as le mode survie, on va dire matériel, qui est genre est-ce que t'as un endroit pour dormir et de la nourriture, etc. Et puis t'as un mode survie mental. Le mode survie mental, c'est un peu le stress, c'est-à-dire que quand t'es stressé, tu fais pas attention, des fois même à des choses très simples pour ton bien-être. Tu fais pas attention à assez boire, tu fais pas attention à assez dormir, tu fais pas attention à... en fait, juste les choses qui sont parfois fondamentales même pour toi. Donc je pense que c'est très important de s'en sortir, de sortir vraiment de ce mode de survie mentale et physique. Le physique va te faire vivre moins longtemps, et le mental, en fait, va te priver des moments de conscience. Parce que justement, dans les moments où tu as du temps, tu peux porter de l'attention aux choses. Et c'est dans ce moment justement où tu peux
être conscient. Alors c'est bien, y a plein d'activités qui permettent d'être conscient, c'est-à-dire de pas mettre ta conscience dans l'activité que tu fais, mais de laisser ton cerveau divaguer. Je pense principalement à la marche, qui est vraiment l'excellent moyen tu fais une activité un petit peu qui capte une partie de ton attention, mais toutefois tu te permets de divaguer, en fait ton esprit est plus libre, peu importe. C'est pas le sujet, quoique si la marche c'est complètement dans le sujet de ce mode de vie très lent. Parce que ce mode de vie très lent, en fait, alors j'ai commencé à faire un petit peu les points positifs, mais j'en citerai d'autres petit à petit. Je pense du coup, oui, à la résolution de ces problèmes, à faire du feedback, au fait de mettre de la conscience dans les choses. Avec du temps aussi, on réduit la fatigue, puisqu'on peut dormir, on peut faire la sieste. Moi, je redécouvre la sieste. Du coup, j'ai des horaires un peu spéciaux, par exemple, spéciaux. Là, il est quelle heure d'ailleurs? Il est 2 heures, je pense. Et je suis allé me coucher à 8 heures, et je me suis réveillé à minuit. Et du coup, je peux me permettre, comme je travaille pas, c'est pour ça que je dis que c'est grâce à mon travail, je travaille pas tous les jours, tout le temps, que je suis flexible sur mes horaires, je peux me permettre d'être plus proche de mon rythme naturel. Je pense m'être permis de révéler ce rythme naturel. Au début, c'est un peu stressant parce que ça m'a déconnecté d'autres, on va dire des gens en général, et puis finalement, j'arrive à trouver entre nos extrêmes respectifs, eux trop pressés, moi trop lent parce que je suis aussi dans un excès qui, un peu à l'échelle des luttes, j'ai comparé ma lutte de flemme au féminisme, hein, attention. Pourquoi le féminisme, c'est pas l'égalitarisme? C'est parce que il y a déjà un déséquilibre profond dans le sens, a priori, des hommes avec le patriarcat, etc., même si du coup ils en sont eux-mêmes les victimes, la plupart, hein, et ben il faut fournir un effort extrême dans le sens inverse pour permettre à terme de rééquilibrer, pour qu'à terme il n'y ait plus besoin il n'y ait plus aucun des deux extrêmes. Donc c'est pour ça que je pense on voit actuellement pas que dans le féminisme, hein, même dans l'économie, etc. Il y a toujours des extrêmes en fait dans les deux sens parce que c'est pas parce que, mais il y a un équilibre à trouver entre tous ces extrêmes qui sont pas forcément binaires d'ailleurs. Il n'y a pas genre un dans un sens et dans l'autre. Il peut y avoir plein d'extrêmes dans plein de sens différents. Il y a souvent une raison. Soit ils existent par leur contexte qui est lui-même extrême, soit ils existent pour compenser un extrême qui est déjà existant. Voilà. Et du coup, pour la flemme extrême que je pratique, c'est avant tout pour rééquilibrer à terme la balance, pour que cet extrême de rapidité, de stress, de pas penser à soi, de penser à son travail, à son développement, à avoir des choses à raconter, et aussi à consommer, bien sûr, à avoir des ressources à consommer. Bref, voilà, donc je suis sur le chemin de l'extrême. Je suis pas dans l'extrême du tout, hein, parce que j'ai toujours vécu dans ce conditionnement, et il y a des choses sur lesquelles il m'est même impossible matériellement de tirer un trait pour l'instant, du style le high-tech, on va dire. Je peux pas produire moi-même mes ordinateurs, mon ordinateur, je pense dans l'histoire, le téléphone pareil, tant qu'il y aura pas une sorte d'anarchisme communautaire où on va mettre en commun nos moyens de production, hein. Mais attention, ça peut prendre des échelles folles, hein. Je pense qu'on peut faire un anarchisme communautaire à l'échelle des cités-états et de leur région, tu vois. On pourrait se dire que dans une ville, on met... et je pense que c'est un peu le cas déjà avec, tu sais, les hack labs, là, non, c'est pas ça, c'est pas là, non, je sais plus comment ça s'appelle, là, les trucs où on met à disposition des outils, bref. Un peu high-tech du style imprimante 3D, machin, bon. Donc, alors, c'est cet extrême de lenteur, c'est pas vraiment de la flemme, c'est plus de la lenteur. Cet extrême de lenteur pour rétablir un équilibre qui serait ni stress ni lenteur, qui serait normal. Je pense que globalement, en fait, il faut juste chercher à ne pas consommer plus que ce qu'on peut produire. Même en comptant la transformation. Attention, parce que des fois, tu peux faire un tout petit effort et avoir des productions intenses. Genre, semer une graine,
c'est pas beaucoup d'efforts et pourtant tu peux manger beaucoup de fruits à terme, par exemple, hein, sur un arbre fruitier. Donc voilà, il faut en fait chercher à maximiser à faire l'action la plus rentable, voilà. Euh, mais tant qu'on n'a pas produit ou qu'on sait pas avec une quasi-certitude qu'on va produire, il faudrait ne pas consommer, ne pas créer de dette. Le fait est qu'en vivant actuellement, moi j'ai une dette qui en permanence augmente, que ce soit l'électricité que je consomme, qui me fait avoir une dette vis-à-vis du recyclage des matériaux radioactifs, que ce soit par rapport à ma nourriture qui, même si j'essaie d'aller dans des circuits locaux de distribution, des fois je mange des mangues séchées par exemple. Et ben ça vient de loin et du coup, le transport, la logistique, etc., ça crée une dette au niveau peut-être effet de serre, on va dire, au niveau des règlements climatiques. Bref, donc en vivant en permanence, je crée des dettes. Mais ce qui me rassure, c'est de me dire que justement, il y a des gens qui sont très stressés, qui font beaucoup de choses et qui du coup, pour compenser, qui sont comme dans un extrême de on se dépense à fond, mais du coup, on va consommer, on va se faire plaisir à fond. Et du coup, ces gens vont accumuler des dettes dans les deux domaines. Hein, le mec qui fait ses allers-retours, ou la meuf, hein, qui fait ses allers-retours à Paris X fois par semaine pour je sais pas quoi faire, ou le commercial qui va en Europe à plusieurs endroits qui va se fatiguer vachement et qui du coup va faire beaucoup la fiesta ensuite pour compenser, pour se sentir vivre en comparaison avec ce temps qu'il a dépensé en trop grande quantité. Bref. D'ailleurs, c'est une de mes théories. Je pense que les extrêmes sont créés en présence de l'autre extrême. C'est-à-dire que il y a des comportements qui peuvent sembler bizarres, hein, mais qui se développent parce que la personne a vécu l'extrême inverse ou un extrême qui est particulier. Enfin, bref, il y a plein de leviers de pression qui font que en fait, il y a un équilibre qui cherche à se retrouver. Mais si la posture d'équilibre est interdite par des croyances, par exemple, ou par des limites matérielles, eh bien, on va exister coupé en deux ou plus entre l'extrême auquel on est soumis et l'extrême qu'on développe pour compenser, ou les extrêmes qu'on développe pour compenser. En vivant plus lentement, j'ose croire que donc si j'enlève l'aspect temporel, hein, où je suis obligé d'être extrême dans ma pratique de la lenteur, j'espère à mon échelle individuelle par contre rétablir un équilibre par rapport à mon environnement qui lui est très stressé, qui vraiment en fait je fais pas ça pour d'un côté provoquant, mais vraiment parce que il y a un malaise en moi. Un malaise physique qui c'est pas un malaise émotionnel, c'est pas une déprime, mais enfin ça peut prendre la forme de ça si tu veux. Si je suis pas dans mon rythme naturel, que je dors pas bien, que je prends pas soin de mon alimentation, de mon chez moi, etc., tu vois, ça va avoir tendance à se dégrader, ma condition physique aussi et ma condition mentale également. Donc je vais avoir naturellement ce biais inverse pour compenser. Par exemple, j'aurais trop de travail, pas assez de temps pour dormir, je serais très stressé, et bien à chaque fois que j'aurais une opportunité pour dormir, j'arriverais pas à dormir et ça amplifierait encore les choses. Donc je serais obligé de prendre des médicaments qui est l'endormissement extrême opposé, tu vois. Donc à chaque extrême qui se place dans ta vie, il y a l'extrême opposé qui va se faire. Et tu vas être en permanence déchiré, ça va consommer beaucoup plus d'énergie en plus que naturellement. Ça va dépenser de l'énergie en plus que naturellement. Voilà, bon, pour continuer sur ce qu'il faudrait faire pour arriver dans un équilibre, enfin dans l'extrême, mais qui rétablirait l'équilibre, il y aurait, dans le pas consommer plus que ce qu'on peut produire, il y aurait chercher un meilleur ratio calorique. Par exemple, le fait de ne pas manger de viande, qui d'une part est super cher en fait. Là, moi, je fais des économies de ouf en mangeant plus de viande, mangeant plus de poissons, qui en plus potentiellement viennent de plus loin. Et
Mais en fait, non, pas forcément, parce que c'est vrai que je compense avec beaucoup de soja, mais qui est produit dans le sud de la France. Bon, alors peu importe. Ça, tu vois, c'est justement des. C'est pour ça qu'il faut avoir du temps, parce que des fois, tu restes sur des croyances, tu te dis, tiens, ça c'est bien, mais en fait, c'est pas bien. Non, tu dis ça. Attends, qui disait. Ah ouais, bah on parlait du ramadan, du fait de jeûner la journée et de jeûner sec, de pas boire. Et donc je parlais à quelqu'un, je disais, bah moi je fais le ramadan, mais comme je suis pas croyant, je m'impose pas non plus une discipline intense. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je mange et surtout je bois. Ça, je bois, quand j'ai soif, je bois. Je vais essayer de boire le moins possible, mais je vais boire dès que j'ai soif. Sinon ça me fait mal au crâne, ça me fait mal à la vessie, etc. Enfin je sais pas comment dire, mais peut-être que c'est parce que justement je suis pas assez habitué, hein, faut pas hésiter à me dire vous. Parce que dans là les gens qui me regardent, dans les abonnés, il y a pas des experts, mais des gens qui ont des idées futuristes hein, sur l'alimentation, etc. Donc faut pas hésiter à me conseiller, moi après je teste, je vois comment je réagis. Pour le jeûne, j'ai très très bien réagi on va dire, puisque là j'adopte un peu ce style manger une fois par jour quoi. Le soir avant de dormir, ou enfin avant de dormir globalement. Plutôt, parce que je dors pas tout le temps le soir. Donc, le fait d'avoir du temps, ça permet de réfléchir. Ah oui, et par rapport à cette idée de jeûne, de ramadan, machin, je disais, bah tu sais, c'est possible de pas boire de l'eau, puisqu'il y en a qui le font en fait. Genre, il me disait, mais c'est pas possible de pas boire de l'eau. Mais, enfin, il me dit pas que c'est pas possible, mais c'est un peu fou de pas boire de l'eau. Je fais, oui, mais c'est possible, puisque du coup, il y en a il y a même un milliard et plus, en théorie, qui le font pendant un mois chaque année, tu vois. Et elle me disait oui mais bon boire c'est bien et du coup en comparaison je sais plus si c'était pas l'inverse du style pas boire bah c'est pas bien et je m'interrogeais mais est-ce que c'est vrai parce que j'ai aussi entendu que quand on jeûnait il y avait un truc qui se passait dans ton système digestif qui le nettoyait et que si tu buvais bah ça remettait un peu le processus à zéro donc voilà il y a des choses à interroger comme ça ralentir c'est aussi se permettre des fois de questionner ses croyances, c'est pas la va-vite. Hein. Des fois, euh, on a une idée comme ça, mais on est pressé, on n'a pas le temps justement de prendre le recul nécessaire et on va la tester et puis en fait on n'est pas prêt. Il faut pas négliger cette phase de design. Et d'ailleurs, je pense que une des pistes pour aller vers un ralentissement de son rythme de vie, c'est avant tout de bien prendre conscience que agir trop vite, agir avant d'avoir réfléchi suffisamment, ça fait perdre du temps. Si tu conçois mal, si t'as pas les bonnes pièces, si tu fais les choses sans y prêter suffisamment d'attention parce que t'es pressé, souvent tu vas devoir refaire, tu vas te faire mal, tu vas casser un truc, tu vas pas avoir les bons trucs. Enfin, il y a une telle perte d'énergie en faisant les choses trop vite. Mais comment on en est arrivé là, tu vois? Tu peux vraiment te poser la question. Bien, j'y réfléchis, mais je pense que ma théorie, hein, c'est que en fait on n'est jamais sorti. Enfin, la société n'est pas sortie du mode survie. Le mode survie, hein, ce que j'appelle le mode survie, c'est, je te l'ai dit, je sais pas, c'est parce que en fait là, j'ai coupé une vidéo avant parce qu'elle était pas bien, donc je sais pas si j'ai tout dit, si je me répète des fois. Voilà, c'est normal, c'est à cause de ça. Euh, le mode survie pour un individu, c'est quand on doit penser pas assouvir, mais à remplir ses besoins primitifs. Donc en fait, il y a toujours un peu un stress, puisque tu n'es pas sûr de ta survie. C'est ça le mode survie, c'est tu dois penser à des trucs pas triviaux, mais basiques, voilà. Quand tu sors du mode survie, là, je dirais, tu peux commencer à laisser ton esprit un peu vagabonder. Tu peux avoir des idées. Tu peux, voilà, comme je dis, peut-être te faire du feedback, te remettre en question, questionner les choses que tu sais, tes croyances, machin. Voilà. Donc, c'est très important de sortir du mode survie, et en fait, quand tu mode survie, tu vas naturellement, en fait, aller dans un... Peut-être, parce qu'il y a des gens qui sont sortis du mode survie dans le sens ils ont à manger, un toit, et ils continuent à chercher plus. Mais bon, à partir du moment où tu as de quoi manger bien, et un toit avec une perspective à au moins moyen, long terme, au moins moyen terme, mais à mieux long terme sur où tu habites, etc., tu vas commencer à pouvoir avoir des idées pour améliorer, etc. Tu vois, bref, c'est un cycle vertueux. Hein. Plus tu libères du temps, et plus tu vas
être bien, être curieux, faire des choses que t'aimes, qui vont en plus participer à ta survie, et à terme, tu vas avoir que des choses que tu aimes, je pense, enfin que des choses pas forcément que tu aimes, mais que t'as choisi en tout cas, voilà. Et t'es plus dans ce mode où tu dois chercher ta nourriture, tout le temps penser à ta nourriture, où tu dois dormir, etc., qui est très stressant et très fatigant, et voilà, très consommateur d'énergie. À l'échelle de la société, le mode survie, il se fait parce que il y a une concurrence très violente entre les nations, les États, etc. Si, et on en parlait dans les commentaires d'une vidéo, comment on peut aller vers une transition plus, moins agressive. Comment on peut sortir du système capitaliste avec beaucoup d'armement, de relations publiques, propagande, machin. Comment on sort de ça? On peut pas, il n'y a pas un État qui peut dire, moi j'arrête parce que j'arrête d'avoir une armée, j'arrête de pousser mon influence culturelle, etc. Parce que il serait tout de suite submergé par l'armée des autres ou l'influence culturelle des autres, et il finirait par disparaître. Alors ce qu'il faut, c'est que petit à petit, les populations, individu par individu, de manière assez lisse, répartie de manière assez équitable dans tous les pays, passent vers ce mode de fonctionnement. Mais tant qu'il y a un peu En fait, tu le vois surtout dans les pays qui sont, je dirais, vraiment en développement, ou en fait dans les les castes, les classes qui sont directement impliquées dans la survie de l'entité, nation ou État. C'est-à-dire les gens, soit tout en bas, entre guillemets, qui vont s'enrôler dans l'armée, qui sont très nationalistes, on va les voir porter des drapeaux au mariage, aux trucs importants de leur vie, parce que la patrie, machin, aller dans l'armée, c'est quelque chose de très très bien reconnu. Et puis aussi ceux qui sont tout à fait à la tête, qui utilisent l'État pour servir leurs intérêts, donc qui ont intérêt à ce que l'État perdure. Donc ces deux parties de la population, pas forcément petites, hein, surtout celle qui peut s'engager dans l'armée, ces deux populations en fait vont participer à la création de ce mode survie, à la haine des autres nations pour se renforcer, parce que quand tu es en colère, quand tu hais l'autre, eh bien tu révèles une force en toi, mais que tu peux aussi révéler en t'unissant pour des bonnes choses, hein, et c'est ça qui est très important à retenir, c'est que des fois on dit pour réunir les gens il faudrait un ennemi commun, mais en fait pour réunir les gens il faut simplement un but commun, il faut pas discriminer quelque chose de bien ou de mal. Bien sûr, en tant qu'humain, il y a des choses que je considère comme bien et mal. Du coup, en tant que société, en tant que humanité, on aurait tendance à vouloir travailler dans le sens du bien défini par l'humanité, qui est encore une fois très subjectif, mais il y a des choses, nourrir les gens, a priori, tout le monde est d'accord. Voilà. Bref, donc il y a ces États qui sont toujours à leur échelle, un individu-État, un individu-nation, qui sont toujours en mode survie, qui sont toujours en train de se faire la guerre. Et en fait, on est toujours, nous, dans cette économie, pas dans cette économie forcément, mais dans ce fonctionnement d'effort de guerre. On fonctionne toujours pour être plus fort que les autres. On fonctionne toujours très vite. Les sociétés, les entreprises, je veux dire, même le gouvernement, nous demandent de travailler plus, de créer un PIB plus important, envie de donner le plus de notre temps pour créer quelque chose de valuable. Est-ce que moi je le connais, qui a de la valeur, valorisable, valorisé. Les États ou les entreprises, qui sont aussi des individus en concurrence, en fait tout est en concurrence, alors que quand tu regardes dans la nature, quand tu lis des livres sur un peu permaculture, machin, agroécologie, tu te rends compte que la concurrence c'est une relation mineure dans tout le règne animal-végétal. On a l'impression que voilà, il y a que des loups, des lions, des machins, mais les relations, on va dire, de nuisance pour l'un des deux parties, elle est mineure, c'est une minorité, c'est peut-être 20%, un truc comme ça, j'ai plus le nombre en tête, mais c'est-à-dire que la grosse majorité, c'est de la collaboration, c'est de la mise en commun, c'est de la symbiose, tu vois. La plupart des entités fonctionnent ensemble. Alors, c'est un processus, bien sûr, hein, qui vient avec la maturité, et
je suis plutôt confiant et on peut voir, il me semble, hein, que les humains vont dans le bon sens, puisqu'on crée des entités de plus en plus grosses, il y a des mutualisations de plus en plus importantes, même si elles sont pas forcément faites pour les bons intérêts, mais voilà, on va vers, il me semble, hein, une mise en commun des intérêts, vers des buts qui convergent. Et à partir du moment où on aura des buts qui convergent, à partir du moment où on verra que en travaillant au bien commun, on verra bien plus vite émerger notre bien à nous, ou du moins peut-être celui de nos descendants, que si on travaillait pour notre propre intérêt. Alors, on peut sortir de ça en fumant des joints autour des feux de camp, mais on peut aussi participer de manière plus concrète dans l'économie d'aujourd'hui, je pense, en participant, en réfléchissant à l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle partiale, hein. Bien sûr, mais j'ai pas regardé les vidéos de Missor sur l'IA, j'avoue que je suis plus en train d'apprendre des trucs un peu différents, mais j'ai vu qu'il parlait de l'IA, un peu de ses dangers, donc c'est vrai que c'est un sujet qui est préoccupant, mais une IA partiale, une IA qui serait capable de dire, de servir vraiment un bien commun, et pas comme toutes les nations qui sont à l'ONU, mais finalement pour leur propre intérêt, et qui des fois travaillent au bien commun, mais toujours pour leur propre intérêt, si là on arrête de réfléchir. En fait, voilà, si on sort de cet ego de l'individu qui est lié au mode survie, l'ego c'est un mécanisme, c'est le mécanisme de survie. Le fait qu'on pense par soi, pour soi, le fait qu'on veuille accumuler pour soi, qu'on veuille survivre, qu'on veuille se sécuriser, c'est un mécanisme de survie. Donc quand on va sortir du mode survie, en donnant à tout le monde à manger, en donnant à tout le monde un territoire, etc., des choses qui sont possibles, hein, mais qui manquent. Ce qui manque, c'est la communication. Ce qui manque, c'est une entité partiale qui est capable de pas faire valoir ses intérêts dans la balance. Parce que quand t'as une nation, occidentale qui intervient pour, si tu veux, régler un conflit, je sais pas, au Moyen-Orient ou n'importe où en Afrique, elle le fait toujours pour servir ses intérêts. Elle le fait pas pour le bien des deux parties, des plusieurs parties qu'elle est censée résoudre. Elle est censée faire converger. Voilà. Une intelligence collective pourrait le faire. Parce que elle aurait un point de vue complètement objectif. Elle verrait que des nombres, que de la data. Elle verrait que pour qu'il y ait plus de nourriture, il faudrait que la ressource soit, telle et telle ressource soit allouée à tel endroit. Elle ferait des économies sur la logistique. Elle ferait des économies sur... Enfin, pas des économies, mais elle réduirait la perte de nourriture. Hein. La quantité de nourriture perdue est aussi très importante. Là, je crois, il me semble que c'est un 20% aussi. 20% de la nourriture produite, elle finit à la poubelle. Donc c'est même pas je sais pas si c'est au compost. Si au moins c'était au compost, ça serait cool, tu vois. Là j'ai pas de chiffres. Hein, je déteste donner des chiffres au pif comme ça, mais au moins pour donner une fourchette, un ordre d'idée, tu vois, pour te dire qu'il y a des trucs qui sont assez imposants pour qu'on... C'est pas genre un petit pourcent par-ci par-là qu'on perd, c'est 20%, c'est-à-dire que c'est comme si un repas sur 5, tu le perdais, tu vois, c'est quand même pas négligeable. Bref. Une IA pourrait gérer ça, elle aurait les capacités mentales et l'objectivité pour le faire. Moi je dis mental, mais de réflexion, la capacité de calcul, si tu veux. Voilà. Il me semble que c'est vraiment une des pistes, avec la conscience collective, qui est vraiment une étape finale, pas finale, mais encore plus loin dans l'échelle absolue. Mais voilà, déjà s'il y a une IA qui permet de mieux allouer les ressources, et pas pour le compte de quelqu'un, je pense que ça va participer naturellement à l'émergence de ce mode de vie ralenti, de ce mode de vie naturel, parce qu'en fait, ça va nous sortir de la survie. Et nous sortir de la survie, c'est nous offrir l'occasion de chiller, de relaxer, de se poser les bonnes questions, d'apprécier la vie, de mettre de la conscience, d'éviter de sauter d'un extrême à l'autre. Voilà, de se contenter des choses assez simples, d'être... Et déjà, pour compenser, je pense, ce qui est vraiment très important, et je pense qui m'aide à ralentir moi, c'est vraiment, j'essaie d'être conscient, de mettre de l'attention dans la gratitude que j'ai, d'être sorti du mode de survie, et en fait, d'avoir cette gratitude, ça me donne
aussi un objectif. Ça me donne... En fait, c'est pas parce que je suis lent, c'est pas parce que je ralentis physiquement, matériellement, que je suis lent, que je suis là sur mon canapé à rien faire. Regarde ça. Ça là, c'est... En fait, de partout, si tu veux, je produis des idées, j'ai des idées, plein de choses, parce que, en fait, avec ce temps, je crois m'être posé des bonnes questions, j'ai déconstruit certaines croyances, et j'en ai validé d'autres, au contraire, sur lesquelles je suis plutôt à l'aise, même si des fois c'est un peu perturbant, avec le contexte autour de moi, mais je me suis posé les questions, et du coup, le temps que j'ai libéré, j'ai envie de l'utiliser pour, globalement, sortir d'abord les humains, puis si un jour je peux participer avec d'autres en réfléchissant à ça, c'est pas moi qui vais résoudre ça tout seul, je suis pas, j'ai pas envie d'être celui qui dit quoi faire, mais si on peut ensemble tous réfléchir à comment sortir les États du mode survie aussi, les entreprises du mode survie, etc. Et ben voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, en fait, en ralentissant, déjà, je prends du temps pour moi, donc il me semble une meilleure personne. Je suis plus, quand je partage, je suis plus intéressant. Je suis pas là aussi à voler du temps, à voler de l'argent, à saisir tout ce que je peux prendre pour moi. Tu vois, au contraire, j'essaie de développer cette posture pareil, de dire, de toute façon, j'ai ce qu'il me faut, donc le reste, tu peux pas m'arnaquer parce que c'est pas grave en fait. Je suis pas à regarder précisément mon argent. Mon argent, je l'investis dans les graines, dans le jardin, dans la connaissance aussi, dans mon bien-être, dans les idées, etc. Donc tu peux pas me voler parce que si tu me prends de l'argent, je suppose que tu te fais du bien et de toute façon, j'allais m'en servir pour essayer de faire du bien, voilà. Donc voilà, ralentir, c'est plutôt chouette. Ralentir, et ça veut dire vraiment faire attention à toutes les dépenses inutiles. Vraiment questionne le fait, est-ce que tu as besoin de sortir juste de la ville? Voilà. Est-ce que tu as besoin de sortir de la ville? Est-ce que tu as besoin de... cherche des exemples, hein, de trucs qu'en fait on n'a pas besoin de faire. Enfin, bah, je vais parler pour moi. Tiens, il y a des choses dont je suis conscient que j'ai pas besoin vraiment de faire, mais ah tiens, tu vois, le moment où j'ai réalisé que j'avais pas vraiment besoin de manger, et ben, je dépense moins d'argent. Et ça me prend moins de temps. Donc en fait, j'ai plus de temps libre, je cours moins pour me nourrir. J'ai déjà passé le cap de la survie, donc toute la nourriture que je mangeais avant, c'était du surplus, c'était, voilà, plus, merci Jérémy pour ces prises de conscience, mais plus pour nourrir le corps émotionnel, c'est lui qui veut être assouvi et pas moi. Donc en ayant le temps d'avoir ces idées, de me permettre d'avoir ces idées, de réfléchir à ça, de faire des tests, etc., j'améliore mon bien-être. J'améliore mon bien-être, et une fois que je suis bien, que j'ai plus rien à améliorer parce que, bon, en fait, j'ai pas besoin d'être de plus pour être... en fait, en ayant plus, je serais pas plus heureux, je suis déjà bien, et j'ai pas besoin de... Voilà, y a pas, si je cherche un bonheur extrême, ben, je vais avoir ensuite une compensation, je vais me sentir comme un caca ensuite après. Donc voilà, je gagne du temps sur plein d'aspects comme ça. Est-ce que j'ai besoin de travailler autant? J'ai répondu à la question en disant non, pas forcément, donc j'ai plus de temps, voilà. Ralentir. Tous ces gens qui comprennent pas pourquoi ils vont pas bien, mais c'est parce qu'ils vont trop vite. C'est pas le fait d'aller trop vite qui les fatigue en soi, si ça peut, parce que s'ils se déplacent beaucoup, s'ils se concentrent beaucoup, ça les fatigue, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas le temps de régler les petits problèmes qui s'accumulent naturellement dans la vie. Parce que les conditions changent autour de soi, qu'on n'a pas forcément le temps de prendre ça en compte, qu'il va se créer une différence entre l'image mentale qu'on a et notre environnement, ce qui va être encore plus fatigant pour nous. Quand on n'a pas le temps de dépiler un petit peu toutes ces choses qui vont s'accumuler, à terme, qu'est-ce qui se passe? On marche avec un sac de 100 kilos de pierres sur le dos, et voilà, on n'est plus bon à rien, on est même plus... On veut aider les autres, mais on leur apporte plus de problèmes qu'autre chose. Enfin voilà, ralentir.